Bienvenue dans Smart Patrimoine, votre émission sur Smart for Change qui vous éclaire sur l'actualité et les enjeux de la gestion de patrimoine. Dans cette édition, nous évoquerons l'idée, et même plus que l'idée, les pratiques en matière d'engagement actionnarial pour les sociétés de gestion françaises sur la base d'une étude qui a été menée par Novetic et l'ADEME auprès justement d'investisseurs institutionnels et de sociétés de gestion françaises. Quels sont les enseignements de cette étude? Que nous dit-elle des pratiques de l'engagement actionnarial aujourd'hui en France? Deux experts de Novetic et de l'ADEME seront avec nous dans Enjeux Patrimoine pour décrypter ces sujets. Nous resterons dans le monde de l'ESG ou de l'investissement socialement responsable avec la question de la biodiversité. Comment intégrer ces critères, ce facteur de protection de la biodiversité dans vos placements et dans vos investissements. Vous pourrez revoir à ce titre l'interview il y a quelques semaines d'Hervé Guez, le directeur des gestions de Mirova, qui était au micro de Nicolas Pagnès dans Smart Patrimoine. Et puis nous terminerons avec la carte blanche, l'œil de l'expert pour bien préparer sa retraite. Tout commence avant 40 ans, c'est ce que nous dira Paul-Étienne Bozo, qui dirige le département épargne et retraite du groupe SPVie. Enjeu patrimoine consacré au sujet de l'engagement actionnarial. Nous en parlons avec deux experts. Nicolas Redon, qui est auteur de cette étude chez Novetic et expert finance verte de Novetic. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Garnero à vos côtés, qui est chef de service économie et finance et qui a été à l'ADEME et qui a participé à la construction de cette étude. Bonjour Mathieu. Bonjour Grégoire. Nicolas, un mot peut-être du périmètre et de ce que vous avez cherché à analyser à travers cette étude qui a été publiée en toute fin d'année 2024. Je crois. Oui, c'est ça. Alors donc c'est une étude dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME qui a déjà plus de 5 ans. On s'est dans un premier temps assez longuement intéressé à un panel de fonds verts et cette année on voulait élargir un petit peu l'angle d'analyse et voir ce que plutôt que d'analyser un panel de fonds, plutôt un panel d'acteurs, donc à la fois des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels. Ce qui nous a amené à étudier la documentation publiée par 55 investisseurs, donc 40 sociétés de gestion et 15 investisseurs institutionnels sur le sujet de l'engagement actionnarial. Donc la documentation qui peut être volontaire, qui peut être réglementaire via diverses réglementations françaises ou européennes. Donc on n'a pas discriminé par rapport à quel effet produit quelle réglementation, mais simplement chercher à avoir une vision d'ensemble de ce qu'on trouve comme information pour rendre compte des politiques et des pratiques d'engagement actionnarial. Bon. Quels sont les grands enseignements alors de cette étude? Les grands enseignements, il faut d'abord garder en tête que le panel était de taille assez diverse puisque on a des acteurs qui ont voté par exemple à entre 21 et 10 600 AG, donc ça donne un éventail assez large. On a des rapports, des comptes rendus d'engagement actionnarial au cours de l'année écoulée qui font de 4 à 400 pages. Donc effectivement, ça donne une idée des moyens et des forces en présence qui peuvent varier d'un acteur à l'autre. Néanmoins, on observe des choses assez intéressantes, un taux de participation moyen aux assemblées générales de 89%, avec même une médiane à 97%. Donc c'est des bon score. Une bonne participation malgré les coûts que ça engendre aux AG, des sociétés détenues en portefeuille. On a plutôt étudié des portefeuilles, les politiques qui s'appliquent aux investissements en actions, puisque en obligation, ça serait un niveau d'analyse un peu différent. On observe aussi un vote d'opposition qui est intéressant à 23%, donc il n'y a pas un chèque en blanc donné aux entreprises sur l'intégralité des résolutions soumises au vote. Alors ces résolutions, c'est aussi un éventail assez large de chiffres, puisque au sein du panel, les investisseurs ont été amenés à se prononcer sur entre 400 et 110 000 résolutions sur une année, en 11 000 en moyenne à l'échelle de tous les acteurs, et ça donne une moyenne de 17 résolutions par AG sur lesquelles il leur faut se prononcer. Donc on comprend qu'il y a un recours aux sociétés, aux agences de conseil en vote, bien sûr, bien entendu. Mais néanmoins, il y a des résolutions un peu clés sur lesquelles les investisseurs veulent se prononcer eux-mêmes et apporter leur propre analyse. Et puis il y a le sujet bien sûr, qui fait beaucoup parler en général des résolutions externes, résolutions d'actionnaires. Donc, à l'échelle de ce qu'on peut voir dans les chiffres des rapports, c'est environ 3,2% des résolutions sur lesquelles se prononce l'Assemblée, qui sont déposées par des actionnaires. Voilà. Donc à l'échelle d'un portefeuille, une société de gestion, ça va être chaque année environ 3% des résolutions qui sont des résolutions externes. Donc là-dessus, on voit un soutien assez fort à 63%
des résolutions externes, et même un peu plus fort, à 78%. Pour les résolutions environnementales. D'accord. Donc il y a une volonté effectivement d'engager le dialogue. D'engager le dialogue sur ce sujet-là. Et même plus. Après, la question, c'est que peuvent faire les investisseurs européens face au retrait ou recul un peu des investisseurs nord-américains. Donc sur ces résolutions environnementales déposées par des actionnaires, combien sont réellement suivis d'effets par la suite? Ça, c'est une autre question. Ouais. Il faut peut-être préciser effectivement ce que le contour que représente l'engagement actionnarial. Ça va, j'allais dire, du dialogue apaisé, de l'échange d'informations, à quelque chose de beaucoup plus dur qui peut amener même un investisseur à désinvestir de sa participation dans l'entreprise. Oui, les contours sont assez vastes. Il y a souvent des boîtes à outils pour trouver la manière d'échanger ou de dialoguer qui va se prêter au contexte, à l'antériorité des démarches, au niveau de réceptivité de l'entreprise en face. Donc le désinvestissement que vous évoquez est en fait très très rare, puisqu'on n'a trouvé que 2 exemples nominatifs d'entreprises désinvesties. Donc ça figure dans les boîtes à outils et dans ce qu'on appelle l'escalade, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand il y a une politique d'escalade, il est possible que ça se termine en désinvestissement. Néanmoins, on voit qu'il y a des réticences quand même à aller jusque-là, puisque ça serait se couper du levier de dialogue actionnarial et ainsi de suite. Donc il y a c'est une forme d'échec. Ça peut être vécu comme une forme d'échec d'en arriver jusqu'à... Oui, puisque quand on regarde le vocabulaire qui est employé, c'est vraiment quand il n'y a aucun progrès significatif, quand il n'y a vraiment aucune volonté en face d'être à l'écoute. Mais après, dans les formes que peut prendre l'engagement actionnarial, ça va aussi du dialogue individuel au dialogue collectif, et c'est ça qu'on a via des coalitions collaboratives, des coalitions. Donc ça aussi, on a analysé comment c'était... quel recours en était fait, dans quel cas, est-ce que c'est, et ce qu'on observe d'ailleurs, c'est plutôt pour être complémentaire aux démarches individuelles, peut-être parfois prendre le relais quand la démarche individuelle est dans l'impasse, un peu enlisée ou dans l'impasse, effectivement. Mathieu, qu'est-ce que vous retenez du côté de l'ADEME des enseignements de cette étude, des pratiques actuelles, et comment est-ce qu'on peut tendre vers une optimalité en matière d'engagement actionnarial aujourd'hui, selon vous? Alors c'est vrai que sur les enjeux de transition écologique, le dialogue actionnarial pour nous est un enjeu majeur, parce qu'effectivement les actionnaires détiennent des parts des entreprises, et on voit au chapitre justement pour orienter sur la stratégie de l'entreprise. Et donc pour nous, il y a plusieurs choses qu'on a regardées via cette étude, et c'est là où ça nous intéressait, c'est déjà sur quoi porte le dialogue. Et donc nous on s'intéresse aux enjeux de transition écologique, et il y a un élément central dans cet enjeu de transition écologique, c'est le plan de transition. Et aujourd'hui on voit que la maturité des investisseurs, et un peu aussi d'ailleurs du côté des entreprises, elle porte essentiellement sur la fixation de cibles climatiques et sur des éléments de gouvernance associés à ces cibles. Ce que l'on veut vouloir basculer et avancer à l'avenir, c'est plutôt d'aller regarder quels sont les leviers de décarbonation, donc les leviers de transformation de l'entreprise, et les moyens financiers qui sont mis sur ces leviers. Donc pas uniquement des promesses, mais plutôt les actions qui sont associées aux cibles qui sont données. Deuxième élément, l'enjeu d'escalade, effectivement, de stratégie d'escalade. C'est quelque chose, on voit que la moitié des sociétés de gestion et investisseurs sont dotés de ce type de stratégie d'escalade. C'est des pratiques qu'on aimerait voir se massifier et être un peu plus généralisées. Alors, allons effectivement jusqu'au désinvestissement, mais pas nécessairement. Et déjà, les votes d'opposition aussi, puisqu'on voit que le vote est un élément central aussi dans cet élément d'engagement actionnarial. Et puis un point important aussi qui est ressorti dans l'étude, c'est en fait la difficulté aussi pour les investisseurs et pour les actionnaires d'exprimer leur avis sur les questions climatiques. Puisqu'en fait on n'a pas de cadre précis. Alors hormis le cas des entreprises qui proposent une résolution climat, donc ça s'appelle les Sound Climate. Donc dans ces cas-là, effectivement, l'entreprise propose une résolution climat et les actionnaires et investisseurs peuvent s'exprimer sur la qualité du plan qui est proposé par les entreprises. Et ça, à ce sujet-là, on a travaillé avec le Forum pour l'investissement responsable à une analyse justement des plans de transition des entreprises pour éclairer justement ce vote des investisseurs. Mais dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de résolution associée aux enjeux climatiques. Et donc, les investisseurs sont obligés de détourner d'autres types de résolutions pour exprimer une forme de mécontentement. Donc, ça peut être la nomination d'administrateurs, le vote du rapport annuel, etc.
etc. Donc ce qui pose quand même problème aujourd'hui et qui mériterait quand même quelques améliorations d'un point de vue dans les réglementations, justement pour pouvoir avoir un dialogue et un vote sur les questions climatiques qui soit vraiment propre justement à cette problématique. C'est une question de taille d'entreprise, c'est une question de secteur. Pourquoi est-ce que toutes les entreprises, on parle notamment d'entreprises cotées bien sûr, n'ont pas généralisé aujourd'hui ce Science Climate ? C'est effectivement un peu un regret aujourd'hui. Enfin, on a en gros une dizaine d'entreprises en France chaque année qui soumettent un Science Climate. Et en général, ces entreprises-là soumettent un Science Climate tous les 3 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des grands groupes qui ont utilisé ces pratiques. Alors c'est vrai que la question du plan de transition est encore quelque chose avec une maturité relativement limitée. On espère notamment avec le développement de la CSRD que ça va être une pratique qui va se massifier dans les années à venir. Ouais, on va y revenir effectivement à l'entrée en application en vigueur des obligations de reporting pour les entreprises sur les questions environnementales et ESG au sens large. Qu'est-ce que vous retenez des ambitions des investisseurs sur cette thématique environnementale qui reste, Nicolas, une des premières thématiques traitées à travers les résolutions en AG notamment ? Alors, en nombre de résolutions en AG, c'est pas forcément très très prégnant. Enfin, c'est environ 200 résolutions actionnariales sur des sujets environnement-climat au cours de l'année à l'échelle mondiale, sur les grands groupes cotés. Donc à l'échelle mondiale. C'est pas énorme. Néanmoins, après, on peut, à travers ces 200, certains en comptent un peu plus, mais à travers cet échantillon, on peut voir quelles sont les priorités. Donc la priorité, c'est davantage de transparence des entreprises, fournir davantage d'informations sur des sujets importants pour la compréhension de leurs investisseurs, pour arriver à savoir quel est leur niveau de préparation, leur capacité à faire face aux enjeux de décarbonation qui vont tomber sur elles. Donc il y a dans un premier temps la transparence, mieux comprendre, et après l'adoption de cibles de décarbonation, d'objectifs climat, qui soient autant que possible assez bien détaillés, court, moyen, long terme. Et après, ce qu'on trouve souvent, c'est la mention d'un engagement actionnarial qui va être motivé par le fait de s'assurer que les entreprises en portefeuille ont des objectifs, des plans de transition qui soient suffisants, sincères, réalisables, crédibles. Et derrière ces adjectifs, on ne sait pas exactement encore où est placé le curseur, comment, à partir de quand on considère qu'un objectif est sincère, ou crédible ou réalisable. Donc c'est là où on peut s'attendre dans les années à venir à avoir un peu plus de détails, un peu plus de substance sur comment on passe du dialogue à la réelle... Ouais, mais l'importance d'avoir une échelle de temps réaliste. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'entreprises, d'investisseurs, grands, mondiaux, se lancer dans des objectifs 2050, etc., avec beaucoup de marketing. L'échelle de temps, elle doit intégrer aussi des points de rendez-vous et des étapes intermédiaires pour valider les cibles de long terme qui sont affichées. C'est ça, Nicolas ? Oui. Donc, dans les finalités qu'il y a dans les démarches d'engagement actionnarial, quand on parle de celui qui est un peu plus prescriptif, c'est-à-dire fournir aux entreprises des leviers d'action, des axes d'amélioration sur lesquels on s'attend à ce que d'ici quelques années, elles progressent, effectivement, ça doit rester confiné à quelques années, pas tout repousser à une autre décennie. Donc, là-dessus, effectivement, il y a des choses qui doivent être assez vite concrètes. Après, dans les ambitions qu'on peut voir dans l'intitulé des résolutions actionnariales, ça peut aller au-delà de la transparence, ça peut aller aussi à des rapports sur l'adoption d'un plan de transition en tant que tel, et éventuellement, mais là, quand ça devient plus prescriptif, le consensus s'étiole un peu, demander l'intégration de certains scopes d'émissions dans les objectifs de réduction des émissions. Donc, on a vu certaines résolutions demandant l'intégration du scope 3 dans les objectifs climat des majors pétrolières, être un peu moins consensuelles que celles qui demandent la publication d'un rapport sur le lobbying potentiellement anti-climat. J'entends. Mathieu, pour conclure avec vous, et l'arrivée de CSRD, effectivement, dans l'idée de l'engagement actionnarial, qu'est-ce que ça va changer ?
CSRD, c'est le rapport durabilité des entreprises, donc plusieurs centaines de données standardisées. Donc c'est vrai que ça permet de factualiser aussi des éléments sur un dialogue actionnarial, puisqu'on a des données qui sont comparables, qui sont standardisées. C'est l'opportunité aussi du coup d'avoir la publication d'un plan de transition pour les entreprises. Il va vraiment se poser la question pour des entreprises sur des secteurs clés, sur de l'industrie, sur du bâtiment, sur du transport. Est-ce que ces entreprises vont publier un plan de transition ? Sinon, effectivement, ça peut être vraiment un problème pour les investisseurs qui vont être engagés sur le climat. Et ce qu'on a vu dans l'étude comme facteur de succès sur l'engagement actionnarial, c'est la référence à des cadres. C'est-à-dire que c'est difficile de demander à des entreprises des choses qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont assez peu pratiquées. Quand on a des pratiques existantes, quand on a des cadres, alors ça peut être un reporting CDP, des science-based targets, et donc demain un plan de transition au format CSRD, c'est beaucoup plus facile d'avoir un dialogue nourri avec une entreprise en disant conformez-vous à ce cadre, comme le font les meilleurs acteurs de votre secteur. Et donc c'est clairement un facteur possible de succès. En plus du fait que le rapport durabilité fait partie du rapport annuel. Donc, c'est potentiellement aussi un élément qui est soumis au vote des actionnaires et des investisseurs. Donc, possibilité également de s'opposer au rapport en cas d'absence d'un plan de transition, par exemple, de l'entreprise sur la question climatique. La matière supplémentaire pour l'engagement actionnarial, c'est ça ? Absolument. Ça donne cette matière et c'est donc quelque chose qui peut être vraiment un outil de dialogue au-delà d'une contrainte réglementaire comme c'est souvent vu par les entreprises. Oui, il y a aussi l'aspect positif de la médaille. Merci beaucoup messieurs, merci de nous avoir éclairé sur ces enjeux en matière d'engagement actionnarial. Je rappelle Mathieu Garnero qui est avec nous, chef de service économie et finance à l'ADEME, et Nicolas Redon, auteur de l'étude et expert finance verte chez Novetic. La séquence Investir responsable dans Smart Patrimoine nous conduit à évoquer la question de la biodiversité. Comment intégrer le facteur biodiversité dans ses placements et ses investissements ? Écoutez à ce sujet Hervé Guez, directeur de gestion de Mirova, qui était au micro de Nicolas Pagnès. Comment intégrer le sujet de la protection de la biodiversité dans ses placements ? Voilà la thématique qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hervé Guez. Bonjour Hervé Guez. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion Action et Taux au sein de Mirova. Mirova, fonds d'investissement qui détient plusieurs fonds, société de gestion, qui détient plusieurs fonds en lien avec la protection de la biodiversité. Et on peut mentionner aussi qu'on a vu récemment dans la presse que vous aviez été missionné aussi pour gérer un fonds de place, fonds objectif biodiversité pour un certain nombre d'investisseurs institutionnels. On peut dire que le sujet investissement dans la biodiversité est un sujet que vous connaissez bien chez Mirova. Alors oui, c'est un sujet que l'on travaille depuis longtemps. On a commencé à le travailler il y a quasiment une dizaine d'années maintenant sur les actifs plutôt non cotés. D'accord. En fait, à l'époque, puisqu'il s'agissait surtout d'investir dans des projets d'agroforesterie, des projets d'exploitation des terres durables. Et puis, c'est une stratégie qu'on a commencé à développer sur la partie cotée il y a quelques années maintenant, avec la montée en maturité du thème chez les entreprises. Question volontairement caricaturale pour bien comprendre, ça veut dire quoi investir dans la biodiversité ? C'est différent d'investir par exemple dans des sujets climatiques, c'est deux manières d'investir, de stratégies différentes ? Oui, alors les thèmes sont différents. C'est-à-dire investir dans le climat, c'est investir sur des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de réduction des émissions carbone. C'est investir dans des entreprises qui gèrent bien leur transition sur le sujet des émissions carbone. Alors la façon de faire va être la même, c'est-à-dire on va avoir ce diptyque solution-transition aussi sur la biodiversité, mais le thème est différent. La biodiversité, c'est l'économie du vivant, c'est les ressources écosystémiques, et donc il va s'agir d'investir dans des entreprises qui apportent des réponses à ces enjeux majeurs pour l'économie de demain. D'accord. À la fois avec des entreprises plutôt de taille moyenne et petite qui apportent des solutions nouvelles à des enjeux qui émergent, par exemple dans la biochimie, dans l'économie circulaire, dans la gestion durable de l'eau. Et puis, il s'agir d'investir dans des entreprises qui sont exposées très fortement à ces enjeux et qui doivent, elles, au long cours, se préparer à la transition, sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, s'assurer que leur façon de gérer leurs impacts sur la biodiversité ne détruisent pas l'écosystème sur lequel elles sont elles-mêmes assises. Comment on fait quand on est une société de gestion, quand on gère un fonds d'investissement et qu'on doit mesurer la réduction d'impact, par exemple, d'une activité économique sur la biodiversité ?
Alors la question de la mesure, c'est une bonne question, elle est extrêmement compliquée. On en est au début, puisque si on continue à faire le parallèle avec le changement climatique, c'est vrai que le changement climatique, c'est un sujet qui a la simplicité, entre guillemets, de se dire qu'il y a une mesure unique, qui est l'équivalent de la tonne de CO2, et que l'équivalent de la tonne de CO2, qu'elle soit émise au pôle Nord, au pôle Sud, à l'équateur, c'est pareil. La biodiversité, c'est pas du tout la même chose, puisque les pressions sont multiples, et les sujets peuvent être globaux, mais aussi très locaux. Et donc la question de la mesure de l'empreinte est beaucoup plus compliquée. Néanmoins, c'est pas parce que vous n'avez pas une mesure unique qui existe, comme le climat il y a 15 ans, vous pouvez tout à fait évaluer de façon qualitative quelles sont les solutions qui font du sens. Est-ce qu'il y a un marché pour ces solutions? Et vous pouvez tout à fait regarder le business model de l'entreprise quand vous êtes un gérant de long terme et que vous faites une analyse fondamentale de l'entreprise pour comprendre à quel type de service écosystémique l'entreprise est dépendante et s'assurer qu'elle a mis en place les trajectoires qui vont permettre de gérer ça sur la durée. Donc la difficulté de la mesure, de la métrique unique n'est pas un frein à l'investissement. Par contre, c'est sûr que c'est un sujet de recherche, c'est un sujet de déploiement de data, mais on vit une époque formidable pour la data avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, et ça permet de faciliter des investissements ça le permettra de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va avoir, la réglementation va permettre d'avoir de plus en plus de données disponibles. Bien sûr. Les entreprises elles-mêmes, on commence à traiter, même en dehors de toute réglementation, ces sujets-là. Donc on va avoir de plus en plus de données disponibles et la façon de traiter ces données-là, on a aussi de plus en plus de moyens de les traiter. Quand vous parlez de la réglementation, est-ce que la réglementation CSRD, par exemple, peut faciliter des investissements en biodiversité ou on n'en est pas encore là? Oui, alors on espère qu'elle le permettra, mais tout n'est pas encore mis en œuvre et disponible. Mais encore une fois, la réglementation, les données, tout ça, ce sont des petits sujets par rapport à l'ampleur du thème. D'accord. Par exemple, le Forum économique mondial, déjà en 2000, calculait qu'environ la moitié de l'économie était extrêmement dépendante aux services écosystémiques. La Banque centrale européenne, l'année dernière, en 2023, a estimé que 75% des prêts qui étaient accordés en Europe étaient accordés à des entreprises qui étaient hautement dépendantes d'au moins un service écosystémique. D'accord. Donc le sujet est juste crucial et majeur, et les petits freins de la réglementation n'est pas pareille partout, les datas ne sont pas exactement disponibles, ça ne permet pas des comparaisons fiables et robustes tout le temps, n'empêche pas que si on met de l'intelligence humaine, ce qu'on essaye de faire, bien sûr, des personnes qui sont compétentes sur les sujets, qui dialoguent avec les entreprises, on n'est pas du tout capable d'identifier, encore une fois, les solutions qui vont qui vont se multiplier parce qu'il va falloir traiter le sujet, et l'adaptation, la transition, parce que les grandes entreprises ont besoin d'incorporer ces solutions dans leur nouvelle façon de faire. Hervé Guez, directeur des gestions de Mirova, qui était récemment, en fin d'année dernière, l'invité de Nicolas Pagnès dans Smart Patrimoine, à retrouver bien sûr sur Bismart for Change et en replay sur bismart.fr. Dernière partie de Smart Patrimoine, l'œil de l'expert consacré à la préparation de la retraite. Nous en parlons avec Paul-Étienne Bozo, qui est directeur du département épargne et patrimoine de SPV Assurance. Paul-Étienne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Préparer sa retraite, ça commence avant 40 ans, c'est ce que vous allez nous dire, Paul-Étienne. Quelle est la place, quelle est la proposition de valeur de SPV Assurance dans cet univers de la préparation à la retraite, Paul-Étienne ? Alors effectivement, SPV Assurance, on est spécialisé en assurance, mais pas que, on fait aussi de la vie, de l'assurance vie. Et on s'est positionné assez récemment d'ailleurs sur ce marché. Alors SPV, on est courtier grossiste d'assurance, donc on travaille avec des partenaires depuis 15 ans. Donc on a une belle expérience maintenant sur le marché. Et notre ambition sur le marché de l'épargne, c'est d'apporter à nos partenaires des outils de qualité et des offres de qualité avec un environnement très digitalisé. Donc ça, c'est vraiment notre force depuis 15 ans. On a beaucoup développé, beaucoup investi sur ce marché-là, sur ces outils. Et on va le voir, les outils sont importants. Et donc notre ambition, c'est d'accompagner les courtiers dans ce monde très complexe de l'épargne et de la retraite. Ouais. Comment est-ce qu'on prépare bien sa retraite et comment est-ce qu'on commence à préparer sa retraite avant 40 ans, Paul-Étienne ? Alors, généralement, il y a 3 erreurs à éviter ou 3 conseils qu'on peut donner. On commence par les erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, en fait, finalement, c'est d'attendre d'être proche de la retraite pour préparer sa retraite. Souvent, on s'intéresse à ce sujet-là quand on voit venir arriver cette nouvelle période dans la vie. Et finalement, quand on regarde statistiquement, on voit que quelqu'un qui prépare sa retraite à 30 ou 35 ans par rapport à quelqu'un qui va commencer à 50 ans, c'est le double d'effort d'épargne.
Donc déjà, ça, c'est la première erreur à éviter. Et c'est pas simple parce qu'il faut arriver à trouver du budget. C'est même dur de convaincre quelqu'un qui a 30 ans qu'il faut se projeter déjà dans comme vous dites, cette prochaine étape de la vie. Exactement. Ouais. Donc après, il y a deux aspects. Il y a un aspect accompagnement. Donc forcément, préparer sa retraite seul, c'est forcément aller vers des erreurs. Donc on ne va pas forcément faire les bons choix. Donc nous, ce qu'on propose et ce qu'on préconise, c'est de faire appel à un partenaire, un professionnel qui va vous accompagner au quotidien pour préparer votre retraite. Autre élément important, et de plus en plus, c'est les outils qui vous aident à préparer la retraite. Aujourd'hui, on a accès maintenant à des outils de bilan de retraite. On peut même aller sur l'espace du gouvernement, info-retraite.gouv, pour récupérer son relevé individuel de situation. Une fois qu'on a fait ça, on est un petit peu seul aussi face à pas mal d'incertitudes et pas mal de chiffres qu'on vous donne. Donc nous, on vous recommande aussi de passer par des professionnels qui vont vous mettre accès à un bilan de retraite personnalisé, donc des outils qui permettent de calculer précisément le montant de la retraite que vous aurez quand vous allez partir à 60, 62, 63, 64 ans. Donc ça, c'est aussi un des éléments très importants pour préparer sa retraite, avoir les bons outils et avoir les bonnes personnes qui vous accompagnent. L'accompagnement d'un professionnel est nécessaire effectivement si on veut bien préparer sa retraite et le plus tôt possible. Se pose toujours la question de l'enveloppe. Le PER est arrivé il y a quoi, 5 ans maintenant, c'est ça, voilà, c'est la Paul loi Etienne Pacte, la loi Pacte 2020, et c'est vrai que depuis cette loi Pacte, ça a été un vrai boost sur le marché de la retraite. Le PER a pris de la place par rapport à l'assurance vie. C'est plus de 100 milliards de collectes depuis le départ, depuis le lancement de ce dispositif, qui a vraiment très bien fonctionné. Il y a eu de la pédagogie qui a été faite par les conseillers, de plus en plus. Et c'est vrai que majoritairement aujourd'hui, le courtage de proximité prend sa part sur ce marché-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour préparer sa retraite, il n'y a pas que le PER, il y a aussi l'assurance vie. On a tendance à opposer les deux, PER contre assurance vie. Et finalement, ces deux dispositifs, en tout cas nous chez SPV, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt d'avoir les deux dispositifs en même temps. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui met en place un contrat de PER qui gagne 50 000 euros et qui paye 30% d'impôt, qui a sa tranche marginale de 30%, il va économiser environ 100 euros par mois d'impôt. Donc lui, avec ses 100 euros d'impôt et d'économiser, nous, ce qu'on lui recommande, c'est de réinvestir dans l'assurance vie. À la fin, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir deux enveloppes. Il va avoir une enveloppe d'assurance PER dans laquelle il aura à peu près 110 000 euros. Arrivé à 65 ans, il aura 110 000 euros de capital. Et de l'autre côté, il aura un capital d'assurance vie peut-être de 30 ou 40 000 euros grâce aux investissements liés à l'économie d'impôt. Et à la fin, il aura deux dispositifs. Donc finalement, l'intérêt du PER, c'est de effectivement préparer sa retraite, mais aussi de préparer, de financer une enveloppe d'assurance vie. Et à la fin, cette enveloppe d'assurance vie, on va pouvoir la récupérer quasiment sans fiscalité et on va pouvoir vraiment piloter son épargne à la retraite, PER, assurance vie. C'est pour ça que nous, on est plutôt à proposer ces deux dispositifs. Deux enveloppes complémentaires. Merci beaucoup, Paul Etienne, de nous avoir éclairé sur les enjeux de la retraite qui se préparent le plus tôt possible. Paul Etienne Bozo, directeur du département épargne et patrimoine de SPV Assurance dans Smart Patrimoine, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr. Merci.